L'avenir de la planète se joue à Paris. La 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique a démarré ce lundi au Bourget à Paris. Plusieurs chefs d'État sont présents, au nombre desquels le président Alassane Ouattara. Plus de 2 ans après la mesure d'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques, quel est le constat sur le terrain? Les sachets plastiques ont-ils disparu au profit de la version biodégradable? La réponse dans ce 20h. Et puis demain, 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Ici en Côte d'Ivoire, les campagnes d'information, d'éducation et de sensibilisation sur les effets néfastes de la maladie se poursuivent. Et puis pour compléter, Mme Wassa, épouse Doumbia, 49 ans, a donné naissance à 5 bébés. Et nous en parlerons avant la fin de ce journal. Voilà donc pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. L'avenir de la planète se joue donc à Paris. La 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques a donc démarré ce lundi au Bourget à Paris. La COP21 vise un objectif, celui d'obtenir de la communauté internationale, pays développés comme pays en développement, un engagement ferme de maintenir le réchauffement mondial en dessous de 2 degrés Celsius d'ici à l'horizon 2050. Par plus de 105 chefs d'État et de gouvernement ont donc donné le coup d'envoi de cette 21e conférence sur le climat dans le monde. Et au nombre des chefs d'État figure le président ivoirien qui se prononce sur ce rendez-vous mondial. Nous écoutons le président Alassane Ouattara à la tribune. Je voudrais tout d'abord renouveler mes condoléances et celles de la nation ivoirienne au peuple français et lui exprimer notre solidarité face à la terrible épreuve que la France vient de traverser et qui nous interpelle tous. J'associe bien évidemment tous les pays qui ont été récemment visés par ces ignobles actes terroristes. Mesdames et messieurs, la conférence de Paris se tient sous le signe de l'urgence. En effet, notre planète se réchauffe plus vite et le temps de l'action pour inverser cette tendance nous est désormais compté. Je voudrais à cet égard féliciter la France et les Nations Unies pour l'important travail préparatoire qui nous permet d'envisager un accord à la hauteur des attentes de nos populations. Nous avons collectivement fait un premier pas important dans notre volonté de contenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés Celsius à l'horizon 2100, en précisant nos ambitions en matière de réduction des gaz à effet de serre. Cependant, ces ambitions cumulées ne nous permettent pas à ce jour d'atteindre cet objectif. Nous devons donc rester mobilisés et faire preuve de plus de solidarité et de compromis. J'invite à cet égard les grandes économies à aller plus loin et à réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre. Mesdames et messieurs, le temps est venu de nous approprier les négociations en cours et de donner l'impulsion politique nécessaire afin de parvenir à un accord contraignant pour tous. Je soutiens à ce propos l'adoption d'une clause de suivi et de révision. Ceci permettra aux principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre d'afficher périodiquement de nouvelles ambitions à la hausse en vue d'atteindre l'objectif de 2 degrés Celsius, voire de 1 degré Celsius, comme demandé par les pays les plus vulnérables. L'accord qui se dessine ne se réalisera pas sans l'Afrique. Nos priorités devront figurer en bonne place dans le texte, notamment en ce qui concerne les financements et le transfert des technologies de résilience au changement climatique. L'engagement des pays développés à mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 en faveur des pays en développement doit demeurer un élément central de nos discussions. Ce montant nous paraît toutefois bien en deçà des ressources nécessaires pour faire face aux défis liés au réchauffement climatique. En outre, il convient dès à présent de prévoir les modalités de financement
pour l'après 2020. J'encourage les pays développés et les pays émergents, dans la limite de leurs responsabilités, à contribuer davantage sur fonds publics et sous forme de dons au Fonds vert pour le climat, afin qu'ils financent plus de projets dans nos pays qui subissent déjà les effets néfastes des changements climatiques. L'accord devra également amener les États à consacrer davantage de ressources à l'adaptation. Il devra garantir le transfert des technologies propres vers l'Afrique et renforcer les partenariats techniques Nord-Sud. Excellences, Mesdames et Messieurs, la transition énergétique tant souhaitée ne sera possible que si la communauté internationale se mobilise pour apporter les financements et la technologie nécessaires au développement des énergies renouvelables. Pour l'heure, les ressources mobilisées ne permettent pas d'amorcer cette transition sans compromettre la croissance dans nos États. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mon pays, la Côte d'Ivoire, entend réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030. Pour ce faire, mon gouvernement entend porter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique à 16%, mettre l'accent sur la reforestation et le développement d'une agriculture neutre en carbone. La mise en œuvre de ces mesures nécessitera la mobilisation d'importantes ressources financières. Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire est disposée, à hauteur de sa contribution volontaire, à agir de façon constructive en faveur d'un accord ambitieux et contraignant et non à minima. Paris nous offre une opportunité historique. Nous devons la saisir pour les générations futures. Vive la COP21, vive l'humanité. Voilà, c'était le message du président de la République, Alassane Ouattara, à la tribune de la COP 21. Nous avons en direct au téléphone le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Bonsoir, monsieur Ala Kouadio Rémy. Bonsoir, monsieur David Mobio. Alors, première question, comment avez-vous apprécié les différentes interventions? Êtes-vous, est-ce qu'on peut le dire, êtes-vous optimiste quant à la suite de la participation de notre pays? Il faut dire, monsieur David Mobio et chers frères, qu'il y a eu ce matin effectivement des paroles fortes. On a entendu des paroles telles que, et je mets entre guillemets, c'est la première fois que le sort de l'humanité dépend d'un si petit nombre de personnes. Il s'agit de l'avenir de la planète. Il s'agit de l'avenir de la vie. Et il faut dire que ces intervenants, qui sont des personnalités de très haut niveau, n'ont pas eu de mots assez forts, il faut le dire, pour signifier qu'ils avaient vraiment compris que si rien n'était fait, la planète Terre, les générations présentes et futures, courent un très grand danger. Et je crois pour ma part que cette prise de conscience unanime est déjà un grand bond dans la direction d'un accord. Alors, il reste encore beaucoup de travail à faire. Alors, monsieur le ministre, parlez-nous un peu de la participation de la Côte d'Ivoire, le contenu de cette participation. Alors, la Côte d'Ivoire est venue, à l'instar des autres pays, pour participer aux négociations et aux grandes réunions parallèles. En fait, les négociations se font sur plusieurs thématiques, dont l'atténuation, l'adaptation, les pertes et dommages, le financement, transfert de technologies, renforcement des capacités, nature juridique de l'accord. Et nous envoyons donc des délégués dans toutes ces instances pour défendre non seulement la position de la Côte d'Ivoire, mais la position de l'Afrique. Et au-delà donc de ces participations aux négociations, nous avons tous les jours des réunions de concertation au sein du groupe africain, mais également aussi du groupe G77 plus la Chine, les matins et les soirs. Donc c'est beaucoup de travail qui se fait ici, mais au-delà de ces négociations, je vous l'ai dit, les délégués ivoiriens participent aux réunions parallèles. Et notamment, nous allons participer à un panel de la Banque mondiale sur le financement,
un panel de la Banque mondiale sur l'érosion côtière en Afrique de l'Ouest, une réunion bilatérale de haut niveau entre le ministre de l'Environnement et la Commission de l'Union européenne pour un appui technique et financier pour la mise en œuvre de l'agriculture zéro déforestation, une réunion bilatérale avec le Fonds vert pour le climat. Il y aura également aussi un panel de l'Association internationale des maires francophones auquel nous participerons. Et il y a également aussi des rencontres avec des personnalités du secteur qui sont importantes, notamment des responsables du système des Nations Unies, des responsables de grands groupes privés et, par exemple, la directrice exécutive du Fonds vert. Donc, il y a quand même du travail qui est réparti au niveau de toutes les délégations. Il y a également aussi l'animation du stand, puisque la société civile est fortement représentée, les collectivités territoriales sont fortement représentées, et tous les jours, il y a donc une animation, soit par les activités faites par les collectivités territoriales, soit par le secteur privé, soit par le secteur étatique. Alors, Monsieur le ministre, quelles sont vos attentes, les attentes de la Côte d'Ivoire, pour terminer? Alors, les attentes de la Côte d'Ivoire sont celles de l'Afrique. La première chose est qu'aujourd'hui, quand on a entendu tous les intervenants, on a tous compris que la planète était en danger. Mais si cette planète est en danger, les pays les plus vulnérables sont les pays en voie de développement, parce que nous n'avons pas la technologie, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour être résilients. Donc le cri de cœur de la Côte d'Ivoire, qui se mêle au cri de cœur des Africains, est que ceux qui produisent ce maximum de gaz à effet de serre prennent conscience et fassent en sorte d'en produire beaucoup moins pour que les 2 degrés fatidiques ne soient pas atteints. Mais je signale que l'Afrique demande que l'on ne dépasse pas les 1,5 degrés, parce que même déjà à 2 degrés, les dégâts qui vont être faits seront difficiles à supporter par les populations africaines. Donc la première attente, c'est d'abord ça. Parce qu'on pourra nous donner tous les milliards que nous voulons. Si on continue à polluer tel quel, la vie sera impossible sur Terre et ces milliards ne serviraient à rien. Donc la première chose, il faut absolument que la diminution des gaz à effet de serre, l'atténuation soit une réalité. Ensuite, effectivement, nos attentes sont que l'on nous aide dans le transfert de technologies grâce à des financements qui soient conséquents et qui nous permettent donc d'être résilients et grâce à des renforcements de capacités qui nous permettent de faire face à toutes sortes de situations. Mais aujourd'hui, nous espérons fortement qu'à la fin de ces assises, un accord significatif sera trouvé pour que l'on puisse savoir que le monde est enfin sauvé. Merci, Monsieur le ministre. Merci pour ces éléments de réponse. Merci, M. David Mobio. Restons sur place à Paris, mais cette fois avec notre envoyé spécial Abiba Dambélé et pour les temps forts de la cérémonie d'ouverture de cette conférence sur le climat. Face à la menace que représente le réchauffement climatique pour la Terre, il n'est plus question de tergiverser. C'est pourquoi la COP21 s'est assignée comme objectif principal d'aboutir à un accord universel juridiquement contraignant sur le climat, ayant pour but de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. En effet, un réchauffement supérieur à 2 degrés entraînerait des conséquences graves, comme la multiplication des événements climatiques extrêmes. Pour atteindre cet objectif, les experts climatiques du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, estiment que les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent être réduites de 40% à 70% d'ici à 2050 et que la neutralité carbone zéro émission doit être atteinte au plus tard à la fin du siècle. Paris doit être le départ d'une profonde mutation. Nous ne pouvons plus considérer la nature comme un vulgaire et inépuisable réservoir de ressources destiné à notre seul et plein accomplissement. Cette transformation est à la fois une obligation morale et une opportunité mondiale, parce qu'elle nous ouvre des possibilités de développement avec des énergies renouvelables, des modes de transport propres, le recyclage des déchets, l'agroécologie, la préservation de la biodiversité, l'accès de tous aux biens publics mondiaux. Ainsi, en rendant l'électricité accessible à tous,
et notamment en Afrique, c'est plus que la lumière qui sera apportée. C'est la connaissance, c'est l'éducation, c'est le développement. Il s'agit de décider ici, à Paris, de l'avenir même de la planète. Afin de faciliter les négociations à la COP21, 150 chefs d'État et de gouvernement ont formulé leurs propositions en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils ont tous adhéré au principe d'un accord réduisant de 2 degrés le réchauffement climatique. L'accord doit être dynamique. Il doit pouvoir s'adapter aux changements qui se produisent dans l'économie mondiale sans qu'il soit nécessaire de le renégocier continuellement. Il est possible et souhaitable que les nombreuses dispositions de l'accord soient traitées de manière différente en fonction des situations sans que l'action collective en pâtisse. L'accord doit préserver l'équilibre entre le rôle moteur des pays développés et les responsabilités croissantes des pays en développement qui varient selon leurs moyens et leur niveau de développement. Le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à l'ouverture des travaux, a réaffirmé la volonté de son pays à participer au combat mondial contre le changement climatique, une volonté traduite dans le document transmis par les négociateurs ivoiriens aux Nations Unies et qui porte également la voix de l'Afrique. Je pense que les grands pollueurs doivent savoir que le monde est en danger, l'humanité est en danger, et que si nous avons accepté de faire notre part, malgré le fait que nous ne soyons pas au niveau que nous aurions souhaité, eux doivent faire un maximum de sacrifices pour nous permettre tous d'avoir un monde où nous serons tous donc en sécurité au plan environnemental. Les pays de l'Union africaine ont une position commune et nous estimons que cela est très important pour l'humanité. Dans ce document, la Côte d'Ivoire s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% d'ici à 2030, une réduction qui pourrait atteindre 36% en cas d'appui financier extérieur, notamment à travers un fonds vert doté de 100 milliards de dollars par an. Voilà pour la COP 21, mais restons dans le domaine de la protection de notre environnement. L'utilisation de sachets plastiques est interdite ici en Côte d'Ivoire. Cette mesure a été prise pour freiner les effets néfastes des sachets non biodégradables sur notre environnement. Plus de 2 ans après cette mesure d'interdiction, quel est le constat sur le terrain? Les sachets plastiques ont-ils disparu au profit de la version biodégradable? La réponse dans ce reportage. La matière plastique se désintègre difficilement dans la nature. 400 à 500 années par exemple pour un sac à plastique. L'utilisation des sachets plastiques à grande échelle représente donc un danger pour l'environnement, d'où l'instauration de la mesure d'interdiction par le gouvernement ivoirien des sachets non biodégradables. L'implantation de cette nouvelle habitude dans le quotidien des Ivoiriens se fait difficilement. Les gens n'ont pas la conscience qu'en jetant un petit papier dans la rue, ça pose problème. Mais peut-être petit à petit, comme c'est des processus là, c'est peut-être petit à petit, les gens vont comprendre que c'est utile. La fixation du prix pour l'emballage des produits dans le commerce n'est pas du goût de tous. Seulement, tu viens payer quelque chose et puis tu vas attraper ça, mais comme ça pour partir, c'est pas joli à voir. Tu es obligé de payer ça pour mettre dedans. Partir avec. Oui, ça doit être gratuit. Donc à chaque emplette, il faut pouvoir toujours acheter des sachets, ça devient un peu trop. Donc je pense que ça doit être accompagné avec des sachets biodégradables de façon très gratuite. Et les sacs à proposer ne respectent pas toujours la norme biodégradable. Dans les petits commerces, l'utilisation de sachets biodégradables est mitigée. Nous, ça ne nous arrange pas. En tout cas, nous, ça ne nous arrange pas. Nous, les commerçants, on va économiser ça. Ou peut-être dans les magasins. Là, ça peut les arranger. Nous, ça nous arrange. C'est les clients, ça n'arrange pas trop. Il y a les clients qui n'achètent pas grande chose. Quand on leur dit que c'est à 100 francs, ils disent que c'est trop cher. D'autres attrapent ceux qui sont venus acheter, ils attrapent pour partir. D'autres aussi qui ont les moyens, ils achètent ça pour partir.
À l'heure de la COP 21, la conférence sur le climat de Paris, et au regard des enjeux climatiques, l'Ivoirien nouveau respectueux de l'environnement plus qu'une nécessité désormais. Demain, 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. En Côte d'Ivoire, les campagnes d'information, d'éducation et de sensibilisation sur les effets néfastes de la maladie se poursuivent. Et dans le cadre de la recherche du traitement qui guérit définitivement du sida, les chercheurs ivoiriens sont dans leur laboratoire avec l'appui de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Delphine Ougla. Le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Lorsqu'une personne est infectée par ce virus, celui-ci détruit progressivement certaines cellules qui coordonnent l'immunité, c'est-à-dire les défenses de l'organisme contre les microbes. Au fil du temps, le nombre de ces cellules diminue et l'immunité devient de moins en moins efficace. Cela peut favoriser des maladies de plus en plus graves. Certaines de ces maladies sont appelées maladies opportunistes. Lorsqu'une personne a une ou plusieurs maladies de ce type, on dit qu'elle a le sida, syndrome d'immunodéficience acquise. Près de 30 années écoulées, 42 millions de personnes touchées dans le monde, plus de 3 millions de décès en 2002. Face à ce triste bilan, le monde continue de se mobiliser. La Côte d'Ivoire mène ce combat contre le sida depuis plusieurs années. Pendant les années 90, ce qui a été mis en place, c'est des activités de sensibilisation et d'information. Progressivement, on a intégré le conseil dépistage pour le VIH pour pouvoir identifier les personnes infectées. Mobilisées sans aucun véritable traitement, les choses se sont tout de même accélérées. À partir de 1998, avec l'appui de l'ONU-SIDA, la Côte d'Ivoire a bénéficié de ce qu'on a appelé l'initiative d'accès aux ARV, antirétroviraux. Avec 12% de personnes infectées au sein de la population ivoirienne avant 2005, la Côte d'Ivoire a progressé, selon les chiffres 2011-2012 de l'étude démographique et de santé. En 2012, on a fait une autre enquête qui a situé la prévalence à 3,7%. Donc vous voyez qu'on est dans une phase de déclin. Le dépistage constitue un volet important. Le ministère a institué l'approche de tester. Dès qu'on dépiste quelqu'un qui est positif, on le traite en même temps, sans attendre. Et ce tester est mis en place pour un certain nombre de groupes de population, à commencer par les femmes enceintes, les personnes qui font partie des groupes à haut risque, les professionnels du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, des utilisateurs de drogue. Mais dans notre cas, il y a d'autres populations qu'il faut prendre en compte, comme les migrants. Autant dire qu'aucune couche n'a été délaissée. Et toujours selon le Programme national de lutte contre le sida, depuis 2012, 9 millions de contacts individuels ont été établis pour la sensibilisation. Pour les années à venir, les perspectives sont bonnes. On n'a pas encore de médicaments qui guérissent définitivement, mais quand même, on a des médicaments qui sont très efficaces. Et c'est sur cet élément que nous mettons l'accent maintenant. Quand cette personne respecte le traitement très rapidement, devient non infectant, c'est-à-dire ne peut plus transmettre la maladie à quelqu'un d'autre. Donc ça nous permet de casser la chaîne de transmission et d'évolution du VIH. Contre la maladie, l'État de Côte d'Ivoire, en collaboration avec ses partenaires internationaux, est à la tâche dans l'attente d'un vaccin. D'ici là, toute la sagesse humaine repose sur ces deux mots, attendre et espérer. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi la mise en activité de la fibre optique entre les villes de Grand-Bassam et de Bouna. En passant par le district d'Abidjan, les populations de ces villes auront un meilleur accès aux technologies de l'information et de la communication. C'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a procédé à l'inauguration de cette nouvelle ligne de fibre optique. Christelle Medan pour en savoir davantage. Backbone, terme anglophone pour désigner un réseau informatique appartenant à des réseaux longue distance de très haut débit Internet. Backbone Est, parce qu'il relie la zone est de la Côte d'Ivoire de Grand-Bassam à Bouna via Abidjan. Backbone Est est actif depuis ce matin. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui vient concrétiser la réalisation et la mise en œuvre d'une première phase du réseau national en fibre optique, ce que nous appelons le Backbone national, infrastructure essentielle dans la réalisation de l'ambition de développement numérique de notre pays. Il s'agit des voies
Certains disent des autoroutes sur lesquelles s'écouleront les diverses natures de flux générés par l'économie numérique en construction. D'une vitesse pouvant aller jusqu'à 800 gigaoctets par seconde, cette nouvelle autoroute de l'information vient renforcer la transmission de données. Backbone permettra une meilleure qualité des communications, une réduction des coûts de communication, un meilleur accès au numérique, une meilleure gouvernance de la Côte d'Ivoire et surtout la création de nouveaux emplois. Les technologies de l'information et de la communication ont permis la création d'environ 20 000 emplois directs dans le secteur formel et l'on dénombre à ce jour près de 100 000 emplois indirects liés au seul secteur de la téléphonie mobile. Les effets socio-économiques et culturels sont, vous le voyez, indéniables. Le secteur des technologies de l'information et de la communication est devenu au fil des ans un volet important de l'économie de notre pays. Et tout indique que cette tendance se renforcera au cours des prochaines années pour atteindre une contribution à concurrence de 15% du PIB à l'horizon 2020. L'Agence nationale du service universel des télécommunications et des TIC, ANSUT, met en œuvre le projet Backbone. Une opération de maillage de la Côte d'Ivoire en fibre optique prévue en 3 phases. Backbone Est, long de 622 km, est la deuxième phase du projet. Mais la première relie l'axe nord-ouest San Pedro-Bouna, long de 1400 km, à livrer en 2016. 5000 autres kilomètres de fibre optique compléteront ce maillage de 7000 km. De 2011 à 2015, le nombre d'abonnés aux services Internet, ADSL et WiMax est passé de 200 000 à plus de 8 millions. Une progression record. Qu'en sera-t-il donc avec l'avènement de la fibre optique ? Retour sur ces images de rapatriement. Vous allez les voir donc en images, partis à l'aventure, à la recherche d'un mieux-être. Des migrants ivoiriens, une cinquantaine de retour au pays. Le président Alassane Ouattara leur a affrété un vol spécial à Tunis pour faciliter donc leur retour. Quitter son pays pour aller à la recherche d'une vie meilleure à tous les prix. La désillusion des migrants après le voyage, le rêve brisé donc des migrants, notamment les Ivoiriens venus de la Libye. Thomas Onguessambi nous en parle. Ils étaient prêts à aller à leur terre promise où coulerait le lait et le miel, mais sans compter avec le Jourdain. Ni les témoignages de désillusion, ni les échos de mésaventures, pas même les images insoutenables partagées par les chaînes de télévision ne pouvaient les retenir. Prêts qu'ils étaient à traverser monts et vallées pour une vie meilleure qu'on ne peut trouver chez soi. Ces jeunes Ivoiriens font aujourd'hui un revirement. J'ai bien réfléchi avant de revenir. Je me suis dit que peut-être ici je pourrais avoir un avenir encore plus mieux parce que, comme je le dis toujours, l'homme est mieux que chez soi. J'ai été agressé 2 fois, j'ai perdu trop de choses, j'ai eu trop de problèmes en Libye. Vraiment, c'est pas facile. Mieux, leurs énergies, ils veulent maintenant les utiliser pour décourager leurs autres amis, gagnés en ce moment par un projet de ce genre. Le seul message que je peux dire aux jeunes, choisir d'aller en Europe, c'est mieux. Mais aller par la voie officielle, c'est encore plus mieux. Un voyage clandestin n'aboutit jamais. Quelqu'un qui va là derrière l'eau, il faut qu'il va dans l'avion. Sinon, clandestin, tu passes par Burkina, Niger. De Niger, on peut mettre 30 personnes, il y a 35 personnes dans une bâchée. Pour entrer en Libye, on te fait comme cadavre. On te met dans les bâchés et puis on te couvre. Alors, quand on te couvre, maintenant, on te fait des kilomètres dans les Sahara pour manger ces problèmes. Tout est difficile. Les 4000 kilomètres dominés par l'immense désert du Sahara et du Sahel, qui séparent Abidjan du seuil de la Méditerranée. C'est la distance qu'ils ont parcourue péniblement avant d'être freinés par la situation sociopolitique de la Libye. En allant à leur rencontre pour les ramener au bercail, conformément à leur volonté, c'est tout un message que l'émissaire du gouvernement veut partager au nom du chef de l'État ivoirien. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'immigration irrégulière. Cette immigration irrégulière qu'il faut combattre parce qu'elle met en danger la vie de nos compatriotes. Pour le gouvernement, le tout n'est pas de les ramener. Il faut leur exprimer la solidarité nationale, mais surtout les aider à s'insérer en Côte d'Ivoire. Un pécule leur sera remis pour leur permettre de rentrer en famille. Et ensuite, nous ferons donc le suivi
après leur arrivée, n'est-ce pas, de suivi psychosocial pour nous assurer que leur réinsertion est effective et qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. Éventuellement, pour ceux qui souhaiteraient à nouveau tenter une autre chance, pourquoi pas, nous ferons en sorte qu'ils soient cette fois-ci mieux informés. L'immigration clandestine, ce sont environ 3000 personnes qui s'y sont engagées de 2013 à 2015 pour gagner les côtes européennes. Voilà, terminons ce journal avec une note un peu plus gaie. Wassa Traoré épouse Doumbia, 49 ans, a donné naissance à 5 bébés, 4 filles et un garçon le jeudi dernier à la PISAM, la polyclinique Sainte-Anne-Marie dans la commune de Cocody. Cette femme, qui a 22 ans de mariage, est à son 2e accouchement. Des bouquets de fleurs pour féliciter Mamadou Doumbia. Sa femme vient d'avoir des quintuplés, soit 5 bébés en un seul accouchement. En 22 ans de mariage, Wassa Touré, épouse Doumbia, est à sa 2e maternité à l'âge de 49 ans. Quand le médecin a sorti les 4 bébés, il a dit hey, il y a encore un bébé qui était là. Mais imaginez que si tu vas dans de bonnes structures, on s'occupe tellement bien de moi ici que je commence à me retrouver. On s'attendait à 4 enfants et le 5e, on ne savait pas du tout. Dieu nous a donné 6 enfants à 2 maternités. C'est la prière de tous ces anonymes-là qui a porté aujourd'hui. Un accouchement délicat avec des exigences d'une bonne prise en charge médicale et aussi sociale dans cette clinique privée. C'est une dame aussi qui pèse 167 kilos. Il fallait réunir une équipe multidisciplinaire et avoir un plateau technique adéquat pour organiser un tel accouchement. C'était un triple défi. Un défi anesthésique, un défi pédiatrique, un défi chirurgical. Et surtout dans le service de néonatologie où sont les bébés, on a un service de monitoring de pointe aujourd'hui. On a déjà eu des quadruplés, mais c'est la première fois qu'on a des quintuplés. Et on ne pouvait pas rester indifférent à ça. Les quintuplés, dont 4 filles et un garçon, nés il y a 4 jours, se portent bien. Voilà, nous souhaitons tout simplement bonne arrivée à ces 5 bébés. Fin de ce 20h, merci de l'avoir suivi. À 23h, vous avez rendez-vous avec Hamza Diaby. Portez-vous bien.